Antoine Lemaire, PDG milliardaire, était plongé dans ses emails quand il l'aperçut, à genoux, astiquant son carrelage en marbre de Carrare. Et soudain, sans raison apparente, son corps tout entier se figea. Le temps sembla suspendu, car il ne voyait pas une simple employée. Il voyait une reine, à genoux, comme il y a 372 ans, quand elle fut exécutée pour l'avoir aimé, et il poussa un cri qui traversa les siècles. Nous sommes un mardi, 6 heures du matin, à Paris. Sophie Dubois avait dormi exactement 3 heures, sur la banquette arrière d'un VTC emprunté avec sa fille, Léa, 3 ans, blottie contre elle, car 48 heures plus tôt, le propriétaire de l'appartement où elle vivait les avait expulsés, sans préavis, sans la moindre compassion. Le loyer, à peine 2 semaines de retard, à cause de la réduction de ses heures au café où elle travaillait. 2 valises. C'était tout ce que Sophie possédait au monde. Des vêtements usagés pour elle et Léa, quelques jouets cassés, une photo défraîchie de sa mère et une dignité qui refusait de plier, même si son corps tremblait de faim et son cœur saignait de peur. Elle avait pleuré pendant ces 3 heures de sommeil, des larmes silencieuses pour ne pas réveiller Léa, des larmes qu'elle ignorait, venues de vies antérieures, de tragédies passées, de promesses brisées il y a des siècles. Si vous avez déjà eu l'impression de connaître quelqu'un que vous venez de rencontrer, restez jusqu'à la fin, car cette histoire va changer la façon dont vous comprenez les connexions inexplicables, les âmes qui se reconnaissent, les amours qui transcendent le temps. À 7 heures du matin, Sophie appela le seul numéro qu'on lui avait donné, agence de placement pour personnel de maison. Une voix froide à l'autre bout du fil. Nous avons un poste, grande maison, le Marais. Le patron est exigeant, paie bien, mais licencie vite. Intéressée, Sophie regarda Léa dormir, regarda les valises, regarda ses mains tremblantes. Elle dit oui. Le désespoir n'a pas de fierté. La demeure d'Antoine Lemaire occupait un demi-îlot dans le quartier le plus huppé du Marais. 3 étages, 8 chambres, des jardins dignes des plus belles revues de décoration, carrelage en marbre importé d'Italie, lustres en cristal autrichien, tableaux d'artistes dont Sophie ne savait même pas prononcer les noms. Un monde si éloigné du sien qu'il pourrait être une autre planète. Antoine avait hérité de cet empire immobilier de son père, Société Dubois, 50 immeubles dans Paris, des revenus de millions par mois, divorcé depuis 5 ans d'une femme qui n'aimait que son argent, sans enfant, car il n'avait jamais ressenti de vraie connexion avec personne, accro au travail, jusqu'à l'obsession. Il se levait à 5 heures du matin, travaillait jusqu'à 23 heures, dormait peu, rêvait moins, ou du moins, c'est ce qu'il croyait, car chaque nuit, sans faute, il rêvait d'une femme aux cheveux noirs qu'il ne parvenait pas à voir clairement, une femme qui l'appelait par un nom qui n'était pas le sien, Antoine, et il se réveillait toujours avec un sentiment de perte si profond qu'il en avait mal physiquement à la poitrine. Antoine avait 42 ans, couronné de succès pour le monde extérieur, vide à l'intérieur. Quelque chose en lui a toujours su qu'il manquait quelque chose, quelqu'un, un morceau de son âme qui était perdu quelque part dans l'univers. Il chercha en thérapie, il chercha en voyageant, il chercha dans des relations superficielles qui ne comblaient jamais le vide. Il n'imagina jamais que la réponse arriverait à genoux, nettoyant son sol, vêtu d'un uniforme bon marché. Quand Sophie sonna à 8 heures du matin, une employée de longue date lui ouvrit « Madame Dubois, 60 ans, travaillait là depuis 15 ans ». Elle lui jeta un rapide coup d'œil. Une autre nouvelle, la 5e ce mois-ci. Le monsieur est difficile. Il n'aime pas le bruit. Il n'aime pas l'inefficacité. Il n'aime pas qu'on le regarde dans les yeux. Voici les règles. Nettoyer en silence. Ne toucher à rien de personnel. Terminer avant 15 heures. Sophie acquiesça. Elle était habituée à être invisible. Toute sa vie, elle avait été invisible pour les riches. Madame Dubois la conduisit à la chambre de bonne. Un espace de 3 mètres sur 3. Un lit simple. Une petite salle de bain. Une fenêtre donnant sur un mur gris. Mais pour Sophie, c'était un palais.
car Léa aurait un endroit où dormir, au chaud, en sécurité, plus de VTC, plus de rue. Les larmes revinrent à ses yeux, larmes de soulagement, larmes de gratitude, larmes qui, sans qu'elle le sache, venaient d'une âme qui avait passé des siècles à attendre de rentrer à la maison. On lui donna un uniforme, gris, simple, de taille trop grand car il n'avait pas sa taille, des chaussures en plastique noir, un tablier blanc avec de vieilles taches. Sophie se vêtit dans la salle de bain, se regarda dans le miroir. Elle ne se reconnut pas, car dans une autre vie, à une autre époque, dans un autre monde, elle portait des robes de soie brodées de fils d'or, une couronne de rubis, un collier de perles venu des Indes. Elle était Isabelle d'Aragon, reine consort, aimée par le peuple, prisonnière de la cour, et secrètement amoureuse d'un soldat aux yeux sombres qui la protégeait de sa vie. Mais Sophie ne se souvenait de rien de tout cela. Pas encore. Elle ressentait seulement, parfois, un vide inexplicable. Comme si elle avait perdu quelque chose de précieux il y a très longtemps. Comme si elle attendait quelqu'un qui n'arrivait jamais. Comme si son âme savait quelque chose que son esprit ne pouvait comprendre. Madame Dubois lui montra la routine. Premier étage, bureau d'Antoine. Ne pas entrer si la porte est fermée. Deuxième étage, chambre. Nettoyer celles qui ne sont pas utilisées. Troisième, terrasse. Antoine y prend parfois son petit déjeuner. Pas aujourd'hui. Il est dans son bureau au premier étage, en train de travailler, comme toujours. Ne le dérange pas. Sophie comprit. Elle prit le seau, la serpillière, le spray nettoyant, des produits chers qui sentaient la lavande française. Elle commença par le couloir principal, sol en marbre blanc avec des veines grises, froid sous ses genoux. Et c'est là, à 9h37 du matin, que tout changea, que l'univers conspira, que deux âmes séparées par 372 ans, 3 mois et 12 jours, se retrouvèrent enfin. Sophie était à genoux, grattant une tache tenace près de la porte du bureau, concentrée, humble, invisible, comme elle l'avait toujours été. Ses cheveux noirs relevés en une queue de cheval simple, son visage sans maquillage, laissant apparaître des cernes de nuit sans sommeil, ses mains rouges et craquelées à force de travailler, une femme de 28 ans qui semblait en avoir 40, car la pauvreté vieillit le corps, même si l'âme reste jeune. Antoine ouvrit la porte de son bureau. Il allait sortir chercher un document. Il pensait à la réunion de 11h, aux chiffres de vente, au nouvel immeuble de la rue de Rivoli. Son esprit à 1000 à l'heure, comme toujours. Et alors, il la vit, et le monde s'arrêta. Littéralement, le temps se figea comme dans un film. La posture, à genoux, la tête inclinée, les mains sur le sol, exactement comme il l'avait vu la dernière fois, en 1653, dans la cour du palais royal, quand l'Inquisition l'obligea à s'agenouiller, quand on lui enleva sa couronne, quand on la condamna pour l'avoir aimé, quand elle le regarda, les larmes aux yeux, et murmura « Je te reconnaîtrai dans chaque vie, mon Antoine ». Antoine sentit le sol se dérober sous ses pieds. Sa vision se brouilla. Pendant une seconde, à peine une seconde, il ne vit pas du marbre blanc. Il vit de la pierre ancienne de château. Il ne vit pas de lumière électrique. Il vit des torches. Non, elle n'a pas vu une employée en uniforme gris. Elle a vu une reine en robe de velours bleu, couronne d'or, les yeux pleins de larmes, le regard fixé sur lui, le suppliant, lui disant adieu. Et de sa gorge, un cri est sorti, un cri qu'elle ne comprenait même pas, un cri venu de 372 ans de pertes accumulées, un cri qui traversait les dimensions. « Ma reine !» cria-t-il, dans un vieux français, qu'il ignorait connaître. « Ma reine !» Sophie sursauta, se retourna brusquement. Elle le vit pour la première fois, et quelque chose dans sa poitrine se brisa, ou se répara. Elle ne savait pas lequel, car quand ses yeux croisèrent ceux d'Antoine, le monde entier disparut. Il ne resta que deux, se regardant, se reconnaissant, sans comprendre comment, sans comprendre pourquoi, juste en sentant que cela s'était déjà produit, que c'était réel,
que c'était impossible, et les larmes commencèrent à couler des yeux de Sophie, sans permission, sans raison. Des larmes qui venaient d'un lieu profond, qu'elle ignorait même exister. Des larmes qui avaient attendu 372 ans pour couler. Des larmes qui reconnaissaient ses yeux sombres, ce visage qui avait changé, mais pas l'âme, cette présence que son esprit connaissait, mais que sa raison ne pouvait traiter. Antoine fit un pas vers elle, chancelant, sa main tendue, comme s'il voulait la toucher, comme s'il avait besoin de confirmer que c'était réel. Sa respiration était saccadée, son cœur battait si fort qu'il pouvait l'entendre dans ses oreilles et dans son esprit, des images, des flashs, comme des éclairs, un jardin de roses, des mains entrelacées, un baiser volé derrière une colonne, une promesse murmurée à l'oreille. « Je te chercherai dans chaque vie. » Sophie se leva rapidement, effrayée, déconcertée. « Excusez-moi, monsieur, je ne sais pas ce qui... » Sa voix tremblait, ses mains aussi. La serpillière tomba au sol avec un bruit sourd qui résonna dans le silence tendu. Elle recula d'un pas. Deux, Antoine cligna des yeux, revint à la réalité, ou essaya, parce que la réalité était devenue liquide, malléable, confuse. Il la regarda, vraiment la regarda. Elle n'était pas extraordinairement belle, au sens conventionnel du terme. Elle ne portait pas de vêtements chers, elle n'avait pas de maquillage, elle n'avait rien qui aurait dû attirer son attention. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux marrons, quelque chose dans la façon dont elle le regardait, comme si elle le reconnaissait aussi, comme si elle ressentait aussi cette connexion impossible, qui n'avait ni nom, ni explication. « Comment vous appelez-vous » Sa voix sortit rauque, brisée. Sophie déglutit. « Sophie. Sophie Dubois, monsieur » Il acquiesça lentement, comme en traitant l'information. « Sophie, pas Isabelle. Bien sûr, parce que dans cette vie, ce n'est pas Isabelle. Dans cette vie, c'est Sophie, employée, pauvre, seule. Mais son âme est la même. Son âme est sa reine. » Quelque chose à l'intérieur d'Antoine criait « Reconnais-la, c'est elle, celle que tu as cherchée, celle que tu as perdue. La raison pour laquelle tu n'as jamais pu aimer personne d'autre. Elle est là, devant toi, après des siècles, après d'innombrables vies à la chercher. Elle est là. Mais sa raison, son côté PDG, sa logique d'entreprise, tout cela criait plus fort. Tu es fou, c'est juste une employée, tu ne la connais pas. C'est absurde. Va-t'en, retourne au travail. Ignore ça. Pardon, fut tout ce qu'Antoine réussit à dire. Je ne voulais pas vous effrayer. Continuez votre travail. Il fit demi-tour, retourna à son bureau, ferma la porte, s'appuya contre elle, respirant comme s'il avait couru un marathon. Son esprit était chaos, son cœur était tempête. Ses mains tremblaient tellement qu'il dut s'asseoir. Dehors, Sophie ramassa la serpillière avec des mains tremblantes. Ses larmes ne s'arrêtaient pas. Qu'est-ce que c'était? Pourquoi ai-je pleuré? Pourquoi ai-je eu l'impression de le connaître? Pourquoi mon cœur s'est-il brisé quand il a dit « ma reine » Parce qu'elle l'avait entendu, bien sûr qu'elle l'avait entendu. Et quelque chose à l'intérieur d'elle avait répondu, quelque chose d'ancestral, quelque chose d'éternel, quelque chose qui traverse les vies. Elle termina de nettoyer ce couloir, avec les mains tremblantes, avec le cœur battant la chamade, avec l'esprit rempli de questions sans réponse. Elle n'osa pas regarder vers le bureau, mais elle sentait sa présence derrière cette porte. Elle pouvait le sentir, même sans le voir, comme si leurs âmes étaient connectées par un fil invisible qui traversait le temps et l'espace. Un fil que même la mort n'avait pu couper. Cette nuit-là, Antoine ne put pas dormir, pas une minute. Il resta dans son lit king size, regardant le plafond, revivant ce moment. Ses yeux, ses larmes, cette reconnaissance mutuelle, qui n'avait aucune explication logique. À 3 heures du matin, il se leva, alla à sa bibliothèque personnelle, chercha des livres qu'il n'avait jamais lus, réincarnation, vies antérieures, âmes sœurs, tout ce qu'il avait toujours considéré comme des balivernes pseudo-scientifiques. Mais maintenant,
Maintenant, il avait besoin de réponses, et il trouva quelque chose, un vieux livre, hérité de son arrière-grand-père espagnol, avec des pages jaunies, qui sentaient les siècles. Histoire de la cour de Philippe IV, il l'ouvrit au hasard, et ses mains se figèrent, car là, dans une illustration ancienne, se trouvait un soldat, capitaine de la garde royale, Antoine Dubois, exécuté en 1653 par la Sainte Inquisition, accusé d'avoir séduit la reine consort, Isabelle d'Aragon. Les yeux du soldat étaient ses yeux, exactement ses yeux. Antoine referma le livre avec un bruit sec. C'est impossible, c'est... Mais alors, il se souvint. Son nom de famille, Dubois, le même nom de famille que le soldat, et son arrière-grand-père, espagnol, de Castille, de la même région où... Il se leva brusquement, fit les 100 pas, respiration accélérée. Non, 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 c'est une coïncidence. Ça doit être une coïncidence. Mais son cœur, son maudit cœur, savait que ce n'en était pas une. Son cœur avait reconnu cette femme. Son âme avait crié son nom. Isabelle, mon Isabelle, ma reine. Dans la chambre d'employé, Sophie ne dormait pas non plus. Léa dormait paisiblement à ses côtés, mais elle regardait la fenêtre, les étoiles à peine visibles dans le ciel pollué de la ville. Et pour une raison quelconque, elle commença à fredonner une chanson qu'elle n'avait jamais entendue auparavant, dans une langue qu'elle ne connaissait pas, du vieux français, une berceuse qu'Isabelle chantait à Antoine, quand ils étaient seuls, quand personne ne les voyait, quand il n'y avait que d'eux dans tout l'univers, et tandis qu'elle chantait, des larmes silencieuses coulaient sur ses joues, parce que quelque chose à l'intérieur d'elle savait qu'elle avait trouvé quelque chose qu'elle cherchait toute sa vie, toutes ses vies, cet homme aux yeux sombres, cet étranger qui n'est pas étranger, cet inconnu, que son âme connaît mieux que personne. Le lendemain, Antoine arriva tôt à la Société Dubois. Et plus tôt que jamais, à 6 heures du matin, Madame Dubois fut surprise. « Vous n'arrivez jamais à cette heure, monsieur. » Il marmonna quelque chose à propos de documents, de travail. Mais la vérité est qu'il avait besoin de la revoir, de confirmer qu'il n'avait pas rêvé, de confirmer que cette connexion était réelle. Sophie était dans la cuisine, préparant le petit déjeuner pour Léa, du pain avec de la confiture, du lait tiède. La petite fille mangeait joyeusement dans sa chaise haute improvisée. Quand Antoine entra, le temps s'arrêta à nouveau. Elle le vit, il la vit, et cette reconnaissance, cette maudite reconnaissance, les frappa à nouveau comme une vague. « Bonjour !» Antoine essaya d'avoir l'air normal, désinvolte, comme si son monde n'avait pas basculé. Sophie baissa les yeux. « Bonjour, monsieur. Désirez-vous un café ?» Il acquiesça. Il s'assit sur l'îlot central de la cuisine. L'observant, la façon dont elle se mouvait, gracieuse, élégante, même en uniforme de femme de chambre, comme si elle avait été entraînée à se déplacer avec une dignité royale. Et alors, c'est arrivé. Sophie s'étira pour atteindre une tasse sur l'étagère du haut. Sa blouse remonta légèrement, et Antoine la vit, sur son épaule gauche, une marque de naissance, en forme de fleur de lys, l'emblème de la royauté française, l'emblème de la maison d'Aragon. Le verre d'eau qu'Antoine tenait à la main tomba. Il se brisa en 1000 morceaux sur le carrelage en marbre de Carrare. Sophie sursauta, se retourna. « Tout va bien, monsieur ?» Mais il ne répondit pas. Il était paralysé, fixant cette marque, cette maudite marque. Parce que dans le livre qu'il avait lu la veille, dans la description d'Isabelle d'Aragon, une caractéristique distinctive était mentionnée, une marque de naissance en forme de fleur de lys. Sur l'épaule gauche, exactement là où Sophie l'a, ce n'est pas une coïncidence, ça ne peut plus l'être. Antoine se leva brusquement. Sophie recula, effrayée. « Excusez-moi, j'ai besoin... » Et il quitta la cuisine presque en courant, la laissant confuse, effrayée, tremblante. Car si certaines histoires existent seulement pour changer tout ce que nous croyons possible, celle-ci en est une.
Si certaines personnes sont destinées à se rencontrer, peu importe le temps qui passe, peu importe le nombre de vies qu'elles vivent, Antoine et Sophie sont ces personnes, et ce qui arrive va les obliger à croire en l'impossible, à accepter l'inexplicable, à se rendre à une vérité qui traverse les siècles, qui transcende la logique, qui démontre que l'amour véritable, l'amour d'âme sœur, ne meurt jamais. Il attend simplement, il cherche simplement, il promet simplement. Je te reconnaîtrai dans chaque vie, mon amour. Et maintenant, 372 ans plus tard, cette promesse était sur le point de se réaliser. Antoine passa le reste de cette journée enfermé dans son bureau. Il annula toutes ses réunions, ignora 47 appels de son assistante, ne mangea pas, ne but pas d'eau. Il ne faisait que regarder cette marque de naissance, gravée dans son esprit comme une photographie, fleur de lys, exactement comme le livre le décrivait, exactement là où elle devait être. C'est une coïncidence, se répéta-t-il 1000 fois. Les probabilités que moi, mais les mathématiques ne fonctionnaient pas. Les statistiques ne collaient pas. Parce que ceci était impossible. Et pourtant, c'était en train d'arriver. Son esprit rationnel, formé à HEC Paris, luttait contre quelque chose de plus profond, quelque chose d'ancestral qu'il ne pouvait ignorer. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait des flashs, un jardin, elle en robe bleue, lui en armure de métal, mains entrelacées, murmure dans l'obscurité « Je t'aime, mon capitaine, même si cela doit nous coûter la vie. » Et puis, des flammes, des cris, l'odeur de brûlé et de la douleur, tant de douleur que sa poitrine se serrait dans le présent, comme si elle brûlait à nouveau. Non, Antoine ouvrit les yeux brusquement. C'est de la folie. Je perds la raison, j'ai besoin d'aide professionnelle. Non, j'ai besoin de l'éloigner, de la renvoyer, avant que je ne devienne complètement fou. Il prit son téléphone, appela Madame Dubois. Renvoyez-la, c'est ce qu'il allait dire. Mais quand il ouvrit la bouche, aucun mot ne sortit, parce que quelque chose en lui se rebella violemment contre l'idée. Non, tu viens de la retrouver. 372 ans à la chercher, tu ne peux pas la laisser repartir. Encore une fois, il raccrocha le téléphone, s'effondra sur son fauteuil en cuir. C'est mal, tout est mal, je suis son employeur. Elle est vulnérable, elle a besoin de ce travail. Et moi, je suis là à fantasmer qu'elle est la réincarnation d'une reine morte il y a des siècles. J'ai besoin d'aide, réelle, professionnelle. Cette nuit-là, Antoine dormit. Finalement, il dormit. Et le rêve fut si vivide que, lorsqu'il se réveilla, il ne sut pas pendant un moment où il était, en quel siècle il était. C'était en 1652, palais royal de Paris, jardin secret derrière la chapelle, pleine lune, rose blanche qui sentait l'éternité. Et là, elle était là, Isabelle, son Isabelle, en robe de soirée couleur émeraude, cheveux lâchés tombant comme une cascade sombre, souriant, ce sourire qu'elle ne lui donnait qu'à lui. Le capitaine Antoine Montero attendait caché entre les colonnes, en uniforme de garde royale, épée au côté, cœur battant si fort qu'il pensait qu'on le découvrirait rien qu'au son. « Tu es venu, murmura-t-elle. « Je viens toujours, répondit-il, même si cela doit me coûter la vie. » Et il l'embrassa. Un baiser qui sentait l'adieu, le danger, un amour si grand qu'il défiait les lois et les conséquences. Ses mains sur sa taille, les siennes sur son cou, respirant le même air, ne faisant qu'un, le monde disparaissant. Seulement eux, seulement ce moment volé, seulement cet amour impossible. Je te chercherai dans chaque vie, promit Antoine contre ses lèvres. Quand cela sera fini, quand je ne serai plus là, je te chercherai et je te trouverai. Tu le jures ? Demanda Isabelle, les larmes aux yeux. Je le jure, par Dieu et par mon âme immortelle, je te reconnaîtrai. Peu importe le temps qui passe, peu importe dans quel corps tu reviendras, mon âme connaîtra la tienne. Et alors, lumière de torche, Chris,
Garde courant, ils ont découvert la reine avec le capitaine. Trahison, blasphème, hérésie. Antoine sortit son épée, protège sa fuite, tue 3 gardes. Mais ils sont trop nombreux. Ils le capturent. La capturent elle aussi. Isabelle crie son nom. Antoine, Antoine. Non, laissez-le partir. C'était ma faute. Je l'ai séduit. Moi, le rêve changea. Maintenant, c'était l'exécution. Place publique. Antoine attaché à un bûcher, bois empilés à ses pieds. Isabelle forcée de regarder depuis un balcon. La couronne toujours sur sa tête parce que le roi veut l'humilier. Il veut qu'elle voie ce que son péché a causé. Ils allument le feu. Antoine ne crie pas, il ne fait que la regarder. Il lui dit seulement avec les yeux ce qu'il ne peut pas dire avec des mots. « Je t'aime, je te chercherai, attends-moi. » Et Isabelle crie tellement que sa voix se brise. Ses larmes tombent comme la pluie. Et elle jure, à ce moment-là, devant Dieu et l'univers, « Je te reconnaîtrai, mon amour, dans chaque vie, dans chaque visage. Je te reconnaîtrai. » Antoine se réveilla en criant « Isabelle !» Il cria ce nom, d'une voix brisée, les larmes aux yeux, avec une douleur physique dans la poitrine comme si le feu le brûlait encore. Il était 3h27 du matin. Son lit trempé de sueur, ses mains tremblantes, son cœur brisé. Parce que ce n'était pas seulement un rêve, c'était un souvenir, si réel qu'il pouvait sentir l'odeur de la fumée, sentir la chaleur, entendre ses cris. Et à ce moment précis, 3h27 du matin, dans la chambre de bonne 3 étages en dessous, Sophie s'assit brusquement sur son lit, criant aussi « Antoine !» Elle cria ce nom qu'elle n'avait jamais entendu auparavant, avec la même désespoir, avec les mêmes larmes, avec la même douleur ancestrale qui traversa les siècles pour se manifester maintenant. Léa se réveilla effrayée. « Maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Sophie la serra dans ses bras, respirant rapidement. « Je ne sais pas. Ma chérie, j'ai fait un cauchemar. » Mais ce n'était pas un cauchemar. C'était un souvenir d'une vie qu'elle a vécue, d'un amour qu'elle a eu, d'une promesse qu'elle a faite. Et bien qu'il ne s'en soit pas rendu compte à ce moment-là, Antoine et Sophie crièrent le nom de l'autre en même temps, 3h27 du matin, synchronisés, comme si leurs âmes étaient encore liées par ce fil invisible, que même 372 ans n'avaient pu trancher. Le lendemain matin est arrivé beaucoup trop vite. Sophie avait des cernes si profondes qu'elles ressemblaient à des ecchymoses. Antoine n'avait pas meilleure mine. Lorsqu'ils se croisèrent dans le couloir, ils s'arrêtèrent tous les deux, se regardèrent. Et pendant une seconde, à la fois terrifiante et magnifique, ils se virent l'un l'autre, pas tels qu'ils sont aujourd'hui, mais tels qu'ils étaient alors. Il vit Isabelle en robe émeraude, elle vit Diego en armure, et ils durent se détourner, vite, avant de s'effondrer, avant de faire quelque chose qu'ils ne pourraient expliquer. Antoine, cet après-midi-là, fit quelque chose qu'il n'aurait jamais cru faire. Il appela son ami, le docteur Laurent Marin, psychiatre, 65 ans, spécialiste en régression et hypnothérapie. Ils se connaissaient depuis l'université. Laurent avait essayé de le convaincre pendant des années d'explorer ses rêves récurrents. Antoine avait toujours refusé, jusqu'à maintenant. « J'ai besoin de te voir. Urgence !» La voix d'Antoine sonnait brisée. Laurent entendit quelque chose qu'il n'avait jamais entendu chez son ami. De la peur, réelle, profonde. « Viens demain à mon cabinet. 10h du matin. Je ne peux pas attendre jusqu'à demain. Aujourd'hui, s'il te plaît. » Ils se retrouvèrent à 20h dans le cabinet privé de Laurent. Un bureau rempli de livres sur la psychologie, les neurosciences, les vies antérieures. Antoine lui raconta tout, chaque détail, le cri, la reconnaissance, la marque de naissance, le livre, les rêves, tout. Laurent écouta sans interrompre, prenant des notes, avec une expression qui mêlait fascination professionnelle et inquiétude d'ami. Quand Antoine eut terminé, Laurent se recula dans son fauteuil, respira profondément. Ce que tu décris s'appelle la reconnaissance d'âme. C'est rare, très rare, mais documenté. J'ai 40 ans que j'étudie ça. Antoine,
J'ai vu des cas, peu, mais réels. Des gens qui se reconnaissent sans raison logique. Des marques de naissance qui coïncident avec des blessures de vie passée. Des rêves partagés. Antoine ressentit soulagement et terreur en même temps. Alors, je ne suis pas fou. Laurent sourit tristement. Tu n'es pas fou, mais tu es dans une situation compliquée. Parce que si c'est réel, si elle est celle que ton âme dit qu'elle est, alors tu dois te préparer, cela va tout changer. Antoine sortit de là avec plus de questions que de réponses, mais avec une certitude, il n'était pas seul dans cette histoire, et il n'était pas fou, ou du moins pas plus que les scientifiques qui avaient documenté ces phénomènes pendant des décennies. Une semaine passa, une semaine de torture pour tous les deux. Antoine ne pouvait cesser de l'observer, depuis le bureau, depuis la salle à manger, depuis n'importe quel endroit où elle travaillait, la façon dont elle bougeait les mains, l'inclinaison de sa tête quand elle pensait, le petit geste de toucher son cou quand elle était nerveuse. Tout lui était familier, comme s'il l'avait vu 1000 fois auparavant, parce qu'il l'avait vu dans une autre vie, à une autre époque. Sophie sentait son regard, toujours, comme une brûlure constante sur sa peau, et cela la troublait, l'effrayait, parce que quand il la regardait, quelque chose en elle s'éveillait, quelque chose qui n'avait pas de nom, quelque chose qui lui donnait envie de courir vers lui et de s'éloigner en même temps. La nuit, elle rêvait, toujours du même rêve, un château, un jardin, un homme en uniforme qui l'embrassait comme si c'était la fin du monde, et elle se réveillait en pleurant, regrettant quelque chose, quelqu'un, sans comprendre quoi, ni qui. Que feriez-vous dans cette situation ? Si vous sentiez que vous connaissez quelqu'un que vous venez de rencontrer, si votre âme vous criait que cette personne est importante, mais que votre esprit vous disait que c'est impossible, restez. Parce que ce qui va suivre va démontrer que certaines connexions n'ont pas besoin de logique, seulement de foi. Un après-midi, Madame Dubois demanda à Sophie de nettoyer le grenier. « Personne n'y est monté depuis des années, » lui dit-elle. C'est plein de poussière, de vieilles affaires de l'arrière-grand-père de monsieur. Ils ont tout ramené d'Espagne quand ils ont émigré. Sophie acquiesça, prit ses outils de nettoyage, monta les escaliers étroits vers le 3e étage, ouvrit la porte du grenier, et l'odeur d'ancien la frappa. Bois vieux, poussière de décennies, secret gardé. Le grenier était rempli de cartons, de meubles recouverts de drap blanc maintenant gris, de tableaux empilés contre le mur, un coffre ancien avec un cadenas rouillé. Sophie commença à nettoyer mécaniquement, mais quelque chose l'arrêta. Un carton ouvert dans un coin, avec des objets qui brillaient faiblement sous la lumière filtrée de l'unique fenêtre. Elle s'approcha, regarda à l'intérieur, et son cœur s'arrêta, parce que là, parmi des documents jaunis et des photographies anciennes, il y avait un médaillon en or, ancien, avec une chaîne délicate. Elle le prit avec des mains tremblantes, l'ouvrit, et à l'intérieur, il y avait un portrait miniature, peint à la main, d'une femme, jeune, belle, en robe d'époque, et c'était son visage, exactement son visage. Sophie laissa tomber le médaillon, recula, respiration accélérée. Non, ce n'est pas possible. Elle ramassa le médaillon à nouveau, le regarda de plus près sous une meilleure lumière. Le portrait datait d'il y a des siècles. Cela se voyait à la technique, aux couleurs délavées, au style, mais la femme, les yeux, la forme du visage, la courbe des lèvres, était identique à elle. Elle retourna le médaillon, et à l'arrière, gravé en écriture cursive ancienne, il était écrit « Isabelle plus Diego, 1652, pour toujours ». Les larmes commencèrent à couler sans que Sophie puisse les contrôler, parce que ceci ne pouvait pas être une coïncidence, ceci ne pouvait pas être, son esprit ne pouvait pas le traiter, mais son cœur reconnut cet objet, comme si elle l'avait porté, comme si elle l'avait aimé, comme s'il était à elle. Elle entendit des pas dans l'escalier. Antoine. Il avait entendu du bruit, était monté pour vérifier. Il entra dans le grenier, vit Sophie par terre, tenant quelque chose, pleurant. Il s'approcha vite. «
Que s'est-il passé? Ça va? Elle ne put parler, se contenta de tendre la main, lui montrant le médaillon. Quand Antoine le vit, son monde s'écroula, complètement, parce qu'il reconnut ce médaillon. Il l'avait vu, dans son rêve, suspendu au cou d'Isabelle, la dernière fois qu'il l'avait vue vivante. Avant l'exécution, avant tout, il le prit avec des mains tremblantes, l'ouvrit et vit le portrait. Et c'est là que tous les deux eurent une convulsion simultanée. C'était comme si un éclair les frappait en même temps. Antoine et Sophie s'agrippèrent l'un à l'autre instinctivement et eurent une vision partagée. Tous les deux virent la même chose, en même temps, comme s'ils étaient là. 1653, cellule de prison. Isabelle, enchaînée au mur. Diego étant traîné dehors. Elle criant, lui se débattant. Le médaillon arraché de son cou par un garde, tombant au sol, elle essayant de l'atteindre avec des mains enchaînées. « Non, c'est la seule chose que j'ai de lui, s'il vous plaît. » Mais l'ignorant, la laissant là, seule, avec le médaillon sur le sol, inatteignable. La vision s'évanouit. Antoine et Sophie revinrent au présent, mais restaient agrippés sur le plancher du grenier, tremblants, pleurant, se regardant avec des yeux qui maintenant savaient, qui maintenant se souvenaient, que maintenant ils ne pouvaient ignorer. « C'était toi, » murmura Antoine. « C'était... » Sophie acquiesça, des larmes coulant. « Je le reconnais aussi. Je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, mais je te reconnais. » Leurs fronts se touchèrent, respirant le même air, comme il y a 372 ans, comme dans le jardin des roses de Bagatelle, comme cela aurait toujours dû être. Et là, dans ce grenier plein de poussière et de secrets, deux âmes qui s'étaient cherchées pendant des siècles se retrouvèrent enfin. Elles se reconnurent enfin. Elles surent enfin qu'elles n'étaient pas folles, que c'était réel, que certaines promesses sont si puissantes qu'elles traversent les vies, que certaines âmes sont tellement connectées que même le temps ne peut les séparer. Le médaillon reposait entre eux. Isabelle plus Antoine, 1652, pour toujours, et 372 ans plus tard. Sophie, plus Sébastien, 2025. Toujours pour toujours. Sébastien emmena Sophie consulter le docteur Lorenzo 2 jours plus tard. Elle accepta parce qu'elle avait besoin de réponses. Elle avait besoin de savoir si elle perdait la raison, ou si cela était aussi réel qu'elle le ressentait. Léa resta avec Madame Dubois, qui remarqua quelque chose de différent dans la façon dont Sébastien regardait Sophie maintenant. Elle n'était plus seulement une employée, elle était quelque chose d'autre. Quelque chose que Madame Dubois ne pouvait pas définir, mais qui lui donnait des frissons. Le cabinet du docteur Lorenzo était dans le Marais. Un grand bureau, décoré avec de l'art abstrait et des bibliothèques remplies de livres sur la psychiatrie, la neuroscience et les phénomènes paranormaux. Lorenzo les reçut avec une curiosité professionnelle mêlée d'inquiétude. Sébastien lui avait parlé au téléphone du médaillon, de la vision partagée, de tout, et Lorenzo, en 40 ans de carrière, n'avait jamais vu un cas aussi bien documenté. « Je veux tenter une hypnose régressive », expliqua Lorenzo. « Avec vous deux. En même temps, si vous partagez réellement des mémoires de vie passée, vous devriez pouvoir y accéder simultanément. Et j'enregistrerai tout, pour que vous puissiez écouter après. » Sophie déglutit, effrayée. Sébastien prit sa main. C'était instinctif, naturel, comme si leurs mains étaient conçues pour s'emboîter. Et pour la première fois depuis des jours, tous deux ressentirent la paix, juste par ce contact. Lorenzo les emmena dans une pièce adjacente, plus petite, éclairage tamisé, 2 fauteuils inclinables côte à côte, un enregistreur professionnel sur une table, un carnet de notes. Lorenzo était méthodique, scientifique, mais il avait aussi appris en 4 décennies que la science n'explique pas tout, qu'il existe des phénomènes qui défient la logique et que lorsque vous en rencontrez un, vous ne pouvez que documenter, observer, vous émerveiller. Sophie et Sébastien s'allongèrent, les mains toujours entrelacées. Lorenzo commença la session d'une voix calme, professionnelle. « Fermez les yeux.
Respirez profondément. Je vais compter de 10 à 1. À chaque chiffre, vous vous détendrez davantage. Vous permettrez à votre esprit conscient de reculer, d'accéder à des mémoires qui sont gardées dans votre subconscient, dans votre âme. 10, 9. La voix de Lorenzo était hypnotique. 8, 7. Sophie sentit son corps devenir lourd. 6, 5. Sébastien cessa de penser rationnellement. 4, 3. Le présent s'estompa. 2, 1. Vous êtes maintenant dans un endroit sûr, un endroit où vous pouvez vous souvenir sans peur. Je veux que vous reculiez, que vous reveniez à la vie que vous avez partagée. À l'époque qui vous connecte, où êtes-vous? Il y eut un silence, et alors, Sophie parla. Mais ce n'était pas sa voix, c'était différent, plus cultivé, un accent espagnol ancien qu'elle ne devrait pas connaître. Au palais, à Madrid, nous sommes en 1651. Je suis Isabelle d'Aragon, reine consort de Sa Majesté Philippe IV. Lorenzo se pencha en avant, fasciné, le cœur battant la chamade. Cela se passait vraiment. Sébastien, décris où tu es, je suis capitaine de la garde royale. Antoine Montero, 33 ans, je protège Sa Majesté et sa reine, ma reine. La voix de Sébastien avait également changé, formelle, ancienne, avec un vocabulaire qu'il n'utilisait pas normalement. Isabelle, connais-tu le capitaine Antoine? Sophie, en transe, sourit, un sourire qui était pur amour. Oui, je le connais. Je ne devrais pas, c'est interdit. Une reine ne peut pas aimer un soldat. Mais je ne peux pas l'empêcher. Quand je le vois, mon cœur le reconnaît, comme si nous étions, comme si toujours. Ses larmes commencèrent à couler, sans ouvrir les yeux. Antoine, quand as-tu rencontré Isabelle? Il y a 3 ans. La première fois que je l'ai vue, elle arrivait au palais, récemment mariée, jeune, effrayée, et quand nos yeux se sont croisés, j'ai su que mon âme la connaissait, que je l'avais cherchée, que je l'avais attendue, même si je ne comprenais pas comment ni pourquoi. La voix de Sébastien se brisa. Lorenzo continua. Décrivez un moment spécifique, quelque chose qui vous a connecté. Et alors, tous deux parlèrent, en même temps, avec les mêmes mots, comme s'ils lisaient le même script. Le jardin des roses, derrière la chapelle, pleine lune. Nous nous rencontrions là, en secret, pendant 3 ans. Sophie continua seule. Je donnais une excuse à mes dames de compagnie. Je disais que j'allais prier et lui, il m'attendait entre les colonnes avec ce sourire qui était uniquement pour moi. Sébastien continua. La première fois que je l'ai embrassée, c'était dans ce jardin. Elle tremblait, moi aussi. Nous savions que si nous étions découverts, la mort, pour nous deux. Mais cela n'avait pas d'importance. Rien n'avait d'importance, sauf ce moment. Ses lèvres, sa respiration, son cœur battant contre le mien. Et je t'ai dit, interrompit Sophie d'une voix douce, je t'ai dit que je t'aimais, que même si cela me coûtait la vie, je ne le regretterais pas, parce que 3 ans avec toi valaient plus qu'une éternité sans toi. Sébastien sanglota, toujours en transe, et je t'ai promis que je te chercherais, que si nous étions séparés, si la mort nous atteignait, je te chercherais dans chaque vie, que mon âme reconnaîtrait la tienne. Toujours, Lorenzo enregistrait tout, les mains tremblantes. C'était extraordinaire. Isabelle, que s'est-il passé ensuite? La douleur dans la voix de Sophie était déchirante. Nous avons été découverts. Un garde jaloux nous a vus, dans le jardin, en train de nous embrasser. Il l'a rapporté à l'Inquisition. Ils sont venus la nuit. Ils ont traîné Antoine. J'ai crié, j'ai lutté, mais ils m'ont enchaîné. Ils m'ont dit que je le verrais mourir, que ce serait ma pénitence pour avoir sali l'honneur du roi, pour avoir péché avec un soldat. Antoine, te souviens-tu de ton exécution? Sébastien se tordit sur le fauteuil. Respiration accélérée. La douleur traversant le temps, ils m'ont attaché à un pieu, sur la place principale, la place royale. Ils ont entassé du bois, de l'huile, et ils l'ont amené. Ils l'ont forcé à regarder depuis le balcon de l'hôtel de ville.
Toujours avec sa couronne, il voulait que le peuple voie que la reine payait pour son péché. Ses larmes, ses cris, c'est la dernière chose que j'ai vue avant le feu. Sophie cria, toujours en transe, « Non, non, Antoine, non !» Le cri était si viscéral que Lorenzo faillit interrompre la session. Mais il continua. Il avait besoin de savoir. Il avait besoin de documenter. « Isabelle, que t'est-il arrivé ensuite? Ils m'ont empoisonné. Dans ma cellule. 3 jours après l'exécution, le roi a ordonné que cela paraisse un suicide, par honte, mais ce n'était pas le cas. C'était un assassinat, et quand j'ai senti le poison, quand mon corps a commencé à s'éteindre, je n'ai pensé qu'à lui, à Antoine, qu'il serait bientôt avec moi à nouveau. Et j'ai juré devant Dieu, qu'il la reconnaîtrait, qu'importe le nombre de vies qui passeraient, il la reconnaîtrait. Maintenant, je veux que vous avanciez tous les deux. Après cette vie, que s'est-il passé? Il y eut un long silence. Et puis, ils parlèrent tous les deux. Nous avons cherché, pendant des siècles. Nous sommes nés, nous avons vécu, nous sommes morts, encore et encore. Mais nous ne nous sommes jamais retrouvés. Jusqu'à maintenant. Antoine sentit un frisson. Pourquoi maintenant? Sébastien répondit. Parce que c'est la vie où les circonstances nous ont enfin permis de nous reconnaître. Avant, nous naissions sur des continents différents, ou à des époques différentes, où nous nous croisions, mais l'un était déjà marié, ou l'un mourait jeune. Ce n'était jamais le bon moment, jusqu'à maintenant. Maintenant, je vais compter de 1 à 10. À chaque nombre, vous reviendrez au présent. Vous vous souviendrez de tout ce que vous avez dit. 1, 2, 3. Quand Antoine arriva à 10, Sophie et Sébastien ouvrirent les yeux et se regardèrent, et les larmes coulèrent, parce qu'ils se souvenaient de tout, de chaque mot qu'ils avaient dit en transe, de chaque émotion, de chaque douleur, de chaque promesse. Laurent arrêta l'enregistrement. Il respira profondément. En 40 ans, je n'ai jamais vu une chose pareille. Vous allez écouter l'enregistrement et vous vous rendrez compte que vous avez parlé de détails qui coïncident, des dates, des lieux, des noms, des événements historiques vérifiables. Ceci n'est pas de la suggestion, ceci n'est pas de la fantaisie. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est réel. Il leur fit écouter l'enregistrement, 47 minutes, chaque mot qu'ils avaient dit. Sophie entendit sa propre voix parlant en vieux français, décrivant le château, les jardins, les costumes. Des choses qu'elle n'a jamais étudiées, qu'elle n'a jamais sues. Sébastien s'entendit décrire l'exécution avec des détails qui le firent vomir. L'odeur de brûlé, la douleur, la vision d'elle criant. Tout était si vif que cela ne pouvait pas être inventé. Quand l'enregistrement fut terminé, Laurent sortit son ordinateur portable. « J'ai accès à des archives historiques numérisées. Nous allons vérifier. » Il écrivit dans Google « Reine consort, Louis XIV, France. » Isabelle d'Aragon. Ils attendirent, et cela apparut, un article académique, Université de la Sorbonne, département d'histoire médiévale. Laurent lut à voix haute. Isabelle d'Aragon, mariée à Louis XIV en 1648, mourut dans des circonstances suspectes en 1653. Les registres de l'Inquisition mentionnent un scandale en 1653 impliquant la reine et un capitaine de la garde. Le capitaine, identifié seulement comme Deschaux-du-Bois, fut exécuté pour hérésie et séduction. La reine mourut quelques jours plus tard, officiellement par suicide, bien que les historiens modernes soupçonnent un empoisonnement politique. Silence, total, absolu, parce que ceci n'était pas une coïncidence. Ceci ne pouvait pas être une fantaisie. Ceci était historique, vérifiable, réel. Laurent chercha plus. Il trouva un livre numérisé, Procès de l'Inquisition française, 1650-1660. Il tourna les pages, et là, c'était « Procès contre capitaine Antoine Dubois. Date d'exécution, 3 mai 1653. Motif,
Séduction de Sa Majesté la Reine Isabelle. Méthode. Brûlé sur le bûcher. Place de Grève à Paris. Et il y avait plus, des descriptions. Antoine Dubois, 35 ans, originaire de Picardie, servi dans la garde royale pendant 12 ans, sans famille connue, sans héritier. Sophie et Sébastien regardaient l'écran, tremblants, parce que chaque détail, chaque maudit détail, coïncidait avec ce qu'ils avaient dit en transe. Laurent fit une dernière recherche. Reine Isabelle d'Aragon, signe distinctif. Il trouva un document. Inventaire des biens royaux, 1653. Et là, dans une liste de caractéristiques physiques pour identification post-mortem, marque de naissance en forme de fleur de lys, épaule gauche, Sophie se leva brusquement, quitta le cabinet presque en courant. Sébastien la suivit, la trouva dans le couloir, pleurant contre le mur. Il la serra dans ses bras et elle s'effondra dans ses bras. « C'est réel, sanglota-t-elle. Nous ne sommes pas fous. C'est vraiment arrivé. » Sébastien la serra plus fort, les larmes coulant aussi. « Je sais, je t'ai perdu une fois. Je ne vais pas te perdre une autre fois. Si cela ne vous paraît pas impossible, si vos âmes ne crient pas à la reconnaissance, alors vous n'avez pas compris, parce que ce qu'il venait de constater détruit tout ce que la science moderne enseigne sur la vie et la mort, sur les âmes et la réincarnation, sur l'amour et l'éternité. » Laurent leur donna une copie de l'enregistrement et tous les documents historiques qu'il avait trouvés. Il leur recommanda une thérapie de couple pour traiter ceci, pour intégrer ces mémoires sans qu'ils les détruisent. Et il leur dit quelque chose que Sébastien n'oublierait jamais. « En toutes mes années à étudier ceci, je n'ai jamais vu un cas avec autant de preuves. Vous êtes la preuve que l'amour véritable transcende la mort. Utilisez-le bien, honorez-le, ne le gaspillez pas. » Cette nuit-là, Sébastien et Sophie parlèrent pendant des heures, dans la bibliothèque du manoir, avec le médaillon sur la table entre eux, avec l'enregistrement en boucle, traitant, acceptant, s'émerveillant. « J'ai peur, » admit Sophie, « de t'aimer. Parce que la dernière fois, notre amour t'a tué. » Sébastien prit ses mains. « Je sais, mais cette fois, c'est différent. Il n'y a pas de roi, pas d'inquisition, pas de loi qui interdisent ceci. Il y a seulement nous et 372 ans d'attente, de recherche, de promesses à tenir. Mais je suis employé. Tu es milliardaire. Le monde va. Je me fiche du monde. » Sébastien l'interrompit. « Cela fait 42 ans que je me sens vide, cherchant quelque chose que je ne savais pas ce que c'était, et maintenant je sais, c'était toi. Ça a toujours été toi. Et je ne vais pas te laisser partir pour quelque chose d'aussi insignifiant que l'argent ou la classe sociale. » Sophie pleura, mais c'était des larmes différentes, pas de douleur, de soulagement, d'espoir, d'amour qui avait attendu des siècles pour être exprimé librement. Ils s'embrassèrent, pour la première fois dans cette vie, et quand leurs lèvres se touchèrent, ils sentirent tout. 372 ans de désir, de recherche, de promesses. Cela ressemblait à un retour à la maison après avoir été perdu pendant des éternités. Cela ressemblait à respirer après avoir été sous l'eau. Cela ressemblait à comme si enfin, ils étaient complets. Et à ce moment-là, sans qu'ils le voient, quelque chose d'extraordinaire se produisit. Les roses dans le jardin du manoir, et qui étaient fanées depuis des semaines, fleurirent, toutes, en même temps, comme si l'énergie de ce baiser, de cette rencontre, était si puissante qu'elle donnait vie à tout autour. Madame Dubois le vit depuis la fenêtre de la cuisine, et elle se signa, parce qu'en 60 ans de vie, elle n'avait jamais vu des roses fleurir en plein hiver. Elle n'avait jamais vu ce genre de magie. Mais là, c'était témoin silencieux de quelque chose qui défiait toute logique. Les jours suivants furent transformateurs. Sébastien donna à Sophie une chambre au 2e étage. Une vraie chambre, pas une chambre d'employé. Il lui acheta des vêtements, des jouets pour Léa, tout ce dont ils avaient besoin. Mais plus important encore, il lui donna du temps pour traiter,
pour décider, pour choisir, sans pression, sans attente, juste, présence, constante, amoureuse, protectrice. Et un après-midi, Sophie fit quelque chose que Laurent lui avait recommandé, quelque chose dont elle avait besoin pour boucler la boucle. Elle se dirigea vers le piano du grand salon, un piano à queue Steinway que personne n'avait touché depuis la mort de la mère de Sébastien. Il y a 10 ans, Sophie n'avait jamais joué du piano. Jamais. Pas un cours, pas un tutoriel, rien. Mais elle s'assit devant les touches. Elle ferma les yeux, respira profondément. Elle joua. Ses doigts se sont déplacés seuls, sans penser, sans hésiter. Ils ont joué une mélodie, complexe, magnifique, déchirante, une pièce qui n'existait pas dans le répertoire moderne. C'était de 1652, une composition qu'Isabelle jouait au château, une que Antoine écoutait caché derrière la porte, une que personne n'avait jouée depuis 372 ans. Sébastien écoutait depuis son bureau, et ce fut comme s'il était frappé par la foudre, parce qu'il reconnut cette mélodie de ses rêves, de ses visions, de ses souvenirs qui ne devraient pas exister. Il courut au salon, il vit Sophie jouer, des larmes coulant sur les touches, des doigts se déplaçant avec une maîtrise impossible. Quand elle eut terminé, il y eut un silence, et Sophie ouvrit les yeux, regarda ses propres mains, tremblant. Je ne sais pas jouer du piano. Sébastien s'approcha, des larmes coulant aussi. Je sais. Mais Isabelle, elle, savait. C'était la preuve définitive, l'objet preuve numéro 3, pas une marque physique, pas un objet matériel, mais une compétence, une connaissance qui traversa les vies, qui se manifesta quand ce fut nécessaire, pour démontrer, pour valider, pour clore tout doute qui subsisterait. Laurent vint à la propriété le lendemain. Avec du matériel d'enregistrement professionnel, il enregistra Sophie jouant cette pièce. Ensuite, il consulta des musicologues, des experts en musique baroque française, et ils confirmèrent, cette mélodie, ce style, était du XVIIe siècle, des techniques qui ne sont plus enseignées, des harmonies qui se sont perdues dans le temps. Il n'y avait aucun moyen, absolument aucun moyen logique, que Sophie puisse jouer cela, à moins qu'elle ne soit vraiment celle qu'il disait qu'elle était, celle qu'il se souvenait être. Le docteur Laurent Marin écrivit un article scientifique sur le cas, sans nom réel. Il le publia dans le Journal of Consciousness Studies. Cas de reconnaissance d'âme sœur avec preuves historiques vérifiables et manifestation de compétences de vie passée. Cela causa de la controverse, du scepticisme, de la fascination. Mais il ne pouvait nier les enregistrements, les documents historiques, les preuves. Et tandis que le monde universitaire débattait, Sébastien et Sophie vivaient, aimaient, récupéraient 372 années perdues, avec chaque baiser, avec chaque conversation, avec chaque moment volé qu'ils n'avaient plus à cacher. Mais l'histoire n'était pas encore terminée, parce qu'il manquait la preuve définitive, l'objet, preuve 4, et la décision finale. Ensemble ou séparés, répéter le passé ou créer un nouveau futur. Sébastien prit une décision. Je veux que nous voyagions ensemble, en Espagne, à Séville, aux Archives générales des Indes. Je veux voir les documents originaux, de mes propres yeux. J'ai besoin de savoir que tout cela est vraiment arrivé. Sophie acquiesça. Moi aussi. Ils organisèrent tout en une semaine. Billets, hôtels, rendez-vous avec les archivistes. Sébastien utilisa ses contacts d'affaires, son influence, pour accélérer l'accès à des documents anciens normalement interdits au public. Et il laissa Léa avec Madame Dubois. La petite adorait la vieille gouvernante. Elle serait bien. Le vol vers Madrid dura 12 heures. Sébastien acheta à Sophie un billet en première classe. Elle protesta. « C'est trop. Je n'ai pas besoin. » Mais il insista. « Tu as passé assez de temps. À genoux à nettoyer des sols,
Cette fois, tu voyages comme la reine que tu es. » Sophie pleura et accepta. Pendant le vol, ils parlèrent de tout, de rien, de vie qu'ils se souvenaient et de vie qu'ils construisaient, de peur, d'espoir, de l'impossible qui était devenu réel. Et Sébastien remarqua quelque chose. Il remarqua que quand Sophie dormait, son visage se transformait, acquérant une sérénité, une noblesse, qui parlait d'une autre époque, d'une autre vie, d'une couronne qu'elle ne portait plus, mais qu'elle ressentait encore. Ils atterrirent à Madrid, louèrent une voiture, conduisirent 5 heures jusqu'à Séville, et quand ils virent la ville, quand ils virent les vieilles rues, les bâtiments de pierre qui avaient vu passer des siècles, tous deux ressentirent quelque chose, un tiraillement, comme si cette terre se souvenait de leurs pas, même s'ils n'avaient jamais été ici, dans cette vie. Les archives générales des Indes sont un bâtiment majestueux du XVIe siècle, abritant des millions de documents, témoins silencieux de 500 ans d'histoire espagnole, de conquêtes, de tragédies, d'amours interdits, de secrets enterrés dans du papier jauni que personne ne touche depuis des décennies. L'archiviste principal, Dr. Carmen Vázquez, 58 ans, toute sa vie dédiée à préserver l'histoire, les reçut avec un scepticisme professionnel. Vous cherchez des documents sur les procès de l'Inquisition de 1653, spécifiquement le cas d'un capitaine Antoine Montero et des références à la reine Isabelle d'Aragon. Sébastien acquiesça. Exactement. Carmen les regarda longuement. Ce type de documents, ce type de cas sont sensibles, traumatisants. Une partie de l'époque la plus sombre d'Espagne. Pourquoi cet intérêt? Sébastien respira profondément, parce que nous croyons que nous sommes connectés à cette histoire d'une manière inexplicable. Carmen haussa un sourcil. Je vois. Bien, laissez-moi consulter le catalogue. 1 heure passa. Carmen revint avec une boîte ancienne, en bois, scellée, couverte de poussière. Voici. Procès de l'Inquisition contre Antoine Montero, année 1653. Personne n'a ouvert cette boîte depuis. Elle regarda l'étiquette. Depuis 47 ans, la dernière consultation remonte à 1978. Pour une thèse de doctorat, depuis rien. Sébastien et Sophie se regardèrent. Les mains tremblant, Carmen ouvrit la boîte avec des gants blancs, sortit les documents avec un soin extrême, papier fragile, encre effacée, mais lisible. Encore lisible après 372 ans. Et là, c'était le premier document, acte d'accusation, contre le capitaine Antoine Montero de la Garde royale, pour le délit de séduction de Sa Majesté la Reine Isabelle d'Aragon, crime contre la couronne, trahison, hérésie, sentence, mort, sur le bûcher, date d'exécution prévue, 3 mai 1653. Carmen continua à sortir des papiers, témoignages de serviteurs qui les avaient vus ensemble, lettres interceptées, aveux obtenus sous la torture. Chaque mot, chaque détail, un poignard dans le cœur, parce qu'il décrivait l'amour véritable, puni par le feu. Et alors, Carmen sortit quelque chose de différent, un parchemin enroulé, plus grand. Elle le déroula avec précaution, et Sébastien devint blanc, complètement blanc, parce que c'était un dessin, une esquisse de l'exécution, faite par un artiste de la cour, enregistrant l'événement. Pour la postérité, comme un avertissement, le dessin montrait un homme attaché à un poteau, entouré de flammes, le visage levé, en agonie, et autour, une foule observant, et sur le balcon du château, une femme, avec une couronne, forcée de voir, de témoigner, de la mort de l'homme qu'elle aimait. Mais ce qui fit s'effondrer Sébastien, ce qui le fit tomber à genoux là même dans les archives, ce fut le visage de l'homme sur le dessin, Antoine Dubois, 35 ans, capitaine de la Garde royale, exécuté pour avoir aimé. C'était exactement, identique à Sébastien, les mêmes yeux, la même ligne de la mâchoire, la même petite cicatrice au-dessus du sourcil droit,
que Sébastien avait depuis l'enfance, une marque de naissance. Mais Antoine l'avait comme cicatrice de bataille. Sophie s'agenouilla à côté de lui, regardant le dessin en larmes, parce que sur le balcon, la femme avec la couronne, c'était elle, les mêmes traits, les mêmes cheveux, la même posture, comme se regarder dans un miroir vieux de 372 ans. Léa recula, pâle. Ceci ne peut pas être. Mais les larmes de Sébastien et Sophie, la façon dont ils s'étreignaient, la façon dont ils regardèrent le dessin comme s'ils voyaient leur propre mort, Léa sut. Elle sut que quelque chose d'impossible, quelque chose qui défiait toute logique, était en train de se produire sous ses yeux. « J'ai besoin de m'asseoir », murmura Léa. « Ceci, jamais en 35 ans à travailler ici, jamais !» Elle s'assit, les mains tremblantes, regardant Sébastien. Puis le dessin, puis Sébastien à nouveau. « C'est vous. C'est... Comment est-ce possible ?»« Nous ne le savons pas, » répondit Sébastien, la voix brisée. « Nous savons seulement que c'est réel. Tout ceci, c'est réellement passé. Et d'une certaine façon, d'une façon impossible. Nous sommes eux, nous sommes revenus, nous nous sommes retrouvés. » Léa les laissa seuls pour digérer, pour pleurer, pour serrer ce dessin qui était une preuve visuelle, irréfutable, impossible à nier, impossible à expliquer avec la science, ou la logique, ou la raison, seulement avec l'amour, avec des âmes qui transcendent les corps, avec des promesses qui traversent les siècles. Si vous n'avez jamais ressenti cela, si vous n'avez jamais regardé quelqu'un et vu des siècles dans ses yeux, si vous n'avez jamais touché quelqu'un et senti que vous aviez touché cette peau 1000 fois auparavant, alors vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre le type de terreur mélangée au soulagement que Sébastien et Sophie ressentaient en voyant la preuve de leur mort, mais aussi la preuve de leur amour éternel, la preuve que certaines promesses sont plus fortes que la mort. Léa revint 1 heure plus tard, avec plus de documents. J'ai trouvé autre chose, quelque chose que vous devez voir. C'était l'inventaire post-mortem d'Isabelle d'Aragon, qui mourut 3 mois après l'exécution d'Antoine. Officiellement de fièvre, officieusement. Tout le monde savait que c'était du poison. La cour ne pouvait pas permettre à une reine souillée de continuer à respirer. Le document listait toutes ses possessions, bijoux, robes, livres, meubles et marques physiques identificatrices, pour confirmer que le corps dans le cercueil était réellement elle, et là, dans la liste, décrit avec une précision bureaucratique froide, marque de naissance sur l'épaule gauche, forme de fleur de lys, symbole de la maison royale d'Aragon. Sophie resta immobile, sans respirer, puis, sans dire un mot, elle baissa le col de son pull, exposa son épaule gauche, et là, pour que Léa voie, pour que l'univers soit témoin, était la marque, exactement comme le décrivait le document de 1653. Fleur de lys, épaule gauche, identique. Léa se signa, s'assit lourdement. Ceci va à l'encontre de tout ce que je sais, de tout ce que je crois. Mais c'est ici, les preuves sont ici. Je ne peux pas nier ce que je suis en train de voir. Sa voix tremblait. Vous êtes réellement eux, vraiment. Sébastien acquiesça, en pleurant, serrant Sophie dans ses bras, qui pleurait aussi. Oui, nous sommes eux, et nous avons attendu 372 ans pour revenir, pour nous retrouver, pour avoir une autre chance, d'aimer sans châtiment, sans mort, sans feu. Léa leur donna des copies de tout, du dessin, des documents, de l'inventaire. Elle leur donna son témoignage signé en tant qu'archiviste officiel, confirmant l'authenticité, confirmant que ce qu'ils avaient vu, ce qu'ils avaient trouvé, était réel, historiquement vérifiable, impossiblement connecté à eux. Et quand ils sortirent des archives, quand ils marchèrent dans les rues anciennes de Paris, ils sentirent comme si des fantômes vieux de 372 ans pouvaient enfin reposer, comme si Antoine et Isabelle avaient enfin la paix. Parce que leur amour avait été validé, documenté, prouvé. Ce n'était pas de la folie,
Ce n'était pas un péché, c'était l'amour véritable, qui a survécu à la mort, à la torture, au temps, et qui est revenu. Cette nuit-là, à l'hôtel, ils s'aimèrent pour la première fois, complètement. Et ce fut comme si deux moitiés d'âme se fusionnaient, comme si 372 ans de séparation s'évaporaient en un instant, comme si chaque baiser, chaque caresse, chaque murmure corrigeait des siècles d'injustice, de douleur, d'attente. Et Sébastien lui murmura à l'oreille, « Je t'ai retrouvé. Finalement, je t'ai retrouvé. Et cette fois, personne ne nous séparera. Je te le promets, je te le jure. Avec chaque vie future que j'aurai, ce sera toujours toi. » Sophie pleura, de bonheur, de soulagement, d'un amour si profond que cela faisait mal, et répondit, « Je t'ai retrouvé aussi, mon soldat, mon gardien, mon Antoine. Tu as tellement attendu, nous avons tellement attendu, et maintenant nous pouvons enfin être ensemble, sans peur, sans nous cacher, sans châtiment. » Ils retournèrent à Paris 2 jours plus tard, avec des valises pleines de copies de documents, de preuves, d'évidences de l'impossible, et avec des cœurs pleins, complets, pour la première fois en 372 ans. Complets. Mais l'univers ne termine pas les histoires facilement. Parce que quand ils arrivèrent au manoir, quand ils ouvrirent la porte, ils trouvèrent la famille de Sébastien, attendant son père, Richard Dubois, 71 ans, patriarche, propriétaire de la fortune familiale. Sa sœur aînée, Patricia, 45 ans, contrôleuse, protectrice du nom de famille, et son oncle, Édouard, 68 ans, avocat, celui qui gère toujours les questions légales, les problèmes, les scandales, tout cela dans le salon, attendant. Madame Dubois les avait prévenus. Ils étaient arrivés il y a 2 jours, demandant, enquêtant, découvrant que Sébastien, que l'héritier, que le PDG de l'empire familial était sortant. Avec l'employé, Sébastien sentit l'air changer, sentit le danger, le même danger qu'il avait senti 372 ans auparavant quand l'Inquisition frappa à la porte, quand ils découvrirent le secret, quand tout s'effondra. Non, pensa-t-il, pas encore. Je ne vais pas permettre que cela se reproduise. Patricia parla en premier. Sébastien, nous devons parler à propos de... Elle regarda Sophie avec un mépris à peine dissimulé. À propos des décisions très peu appropriées que tu as prises. Sébastien fit un pas en avant. Protecteur, c'est ma décision, dit-il fermement. Sophie est importante pour moi, plus qu'importante. C'est tout. Richard se leva, la voix froide, contrôlée, dangereuse. Sébastien, je comprends qu'après le divorce, après avoir été seul, tu puisses te sentir perdu, chercher de la compagnie. Mais ceci est inacceptable. Elle est une employée. Elle est... Édouard l'interrompit. Elle est inappropriée pour quelqu'un de ta position, de ton statut, de ton nom. Sophie recula. Elle sentit le poids, le même poids qu'elle sentit quand elle était reine, et que la cour découvrit son secret. Quand des juges et des cardinaux la regardèrent avec dégoût, avec mépris, avec haine, pour avoir osé aimer hors des sentiers battus, les mêmes regards, 372 ans plus tard, différents visages, même venin. Antoine sentit la tension de Sophie. Il lui prit la main, fermement, et parla d'une voix qui n'admettait aucune contestation. « Écoutez-moi bien, vous tous. Sophie n'est pas seulement importante pour moi, elle est mon âme sœur. Et je le dis littéralement, pas métaphoriquement, littéralement. Je l'aime depuis des vies, depuis des siècles, et je reviens tout juste d'Espagne, avec des preuves, avec des documents historiques, qui valident, qui confirment que Sophie et moi avons été ensemble auparavant et que nous avons été séparés, violemment, tragiquement, et je ne vais pas permettre que cela se reproduise. » Patricia lâcha un rire sec. « Antoine, s'il te plaît,
Âme sœur, vie passée, tu as trop regardé de séries télévisées, c'est ridicule, c'est embarrassant. Pense à la famille, au business, à ta réputation, à rien de tout ça. Je n'accorde d'importance, rugit Antoine. Et tout le monde se tut, parce que jamais, jamais, il ne l'avait vu ainsi, avec cette intensité, ce désespoir, ce feu dans les yeux. J'ai passé 42 ans à me sentir vide, à me sentir incomplet, à travailler, à construire, à accumuler. Pour quoi faire? Pour vous impressionner, pour satisfaire des attentes que je ne voulais même pas, pour combler un vide que je n'ai jamais compris, jusqu'à maintenant, jusqu'à ce que je la trouve. Et maintenant que je l'ai, maintenant que je suis enfin complet, vous croyez que je vais la laisser partir? Pour de l'argent? Pour un nom? Pour une réputation? Non, jamais. Ricardo s'approcha, dangereux, calme. Antoine, si tu continues avec ça, si tu insistes avec cette relation inappropriée, nous n'aurons pas le choix. La famille, le conseil, votera pour te démettre de tes fonctions de PDG, pour te déshériter, pour te couper complètement de la fortune familiale. Parce que nous ne pouvons pas permettre que le nom Dubois soit associé à ça. Antoine le regarda droit dans les yeux, sans ciller. Alors faites-le. Patricia haleta. Antoine, tu ne peux pas être sérieux. Antoine se tourna vers elle, complètement sérieux. Je renoncerai à tout, à l'entreprise, à la fortune, au nom si c'est nécessaire. Parce que rien ne vaut plus qu'elle, que ce que nous avons, que l'opportunité de corriger 372 ans d'injustice. Édouard s'avança. Antoine, mon fils, réfléchis à ce que tu dis. Cette femme, elle a une fille, c'est une mère célibataire. Elle travaille comme employée de maison. Quel avenir peut-elle t'offrir? Quoi? Antoine le coupa. Elle m'offre de l'amour vrai, éternel, prouvé à travers les vies. Et ça vaut plus que tous les millions que cette famille a accumulés. Sophie n'en pouvait plus, les larmes coulant. Antoine, non, tu ne peux pas sacrifier tout ça pour moi. Ta famille, ton entreprise, ta vie. Je vais partir et... Antoine la prit par les épaules, la regarda droit dans les yeux. Non, pas encore. Je ne vais pas te laisser repartir. La dernière fois, je t'ai vu mourir. Je t'ai vu être empoisonnée. Je t'ai vu être détruite. Parce que je n'étais pas assez fort. Parce que je n'ai pas pu te protéger. Mais cette fois, je suis assez fort. Et je vais te protéger contre qui que ce soit, contre quoi que ce soit, même contre ma propre famille. Sophie sanglota. Mais ils ont raison. Je suis juste une employée. Je n'ai rien. Je ne suis personne. Je ne suis... Antoine la secoua doucement. Tu es une reine. Tu étais une reine. Tu es une reine. Et moi, j'étais ton gardien, ton protecteur, ton soldat, qui est mort pour toi et qui est rené pour te retrouver encore, pour t'aimer sans punition. Et cette fois, je ferai les choses bien. Cette fois, personne ne nous séparera. Patricia regarda Ricardo. Et Édouard, il est fou. Il est complètement fou. Nous devons agir. Nous devons... Ricardo leva la main, la faisant taire. Regarda Antoine, longuement, l'étudiant, puis parla. Tu as une semaine pour décider. La famille, ou elle. L'entreprise, ou elle. La fortune, ou elle. Choisis. Mais si tu l'as choisi, elle, Antoine, si tu l'as choisi, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu seras personne. Pour nous. Antoine n'hésita pas une seconde. Je la choisis maintenant, toujours. Dans chaque vie, je la choisis. Ricardo pâlit. Antoine, réfléchis. Tu as 42 ans. Sans l'entreprise, tu seras un employé, travaillant pour les autres, gagnant. Rien comparé à ce que tu as maintenant. Tu es prêt à... Oui, interrompit Antoine. Je suis prêt à tout. La famille Dubois sortit, en silence, vaincu, furieux,
dérouté, laissant des menaces dans l'air, laissant des ultimatums, laissant le poids de décisions impossibles. Mais Antoine ne trembla pas, n'hésita pas, se contenta de serrer Sophie contre lui, qui pleurait contre sa poitrine, répétant « Tu ne peux pas tout sacrifier, je ne mérite pas, je ne vaux pas », et Antoine lui releva le visage. « Doucement, regarde-moi ». Sophie le regarda, les yeux verts remplis de larmes, de peur, d'amour. « Tu vaux plus que tout l'or du monde, plus que toutes les entreprises, plus que tous les noms prestigieux, parce que toi, tu es mon autre moitié, mon âme sœur, ma reine, et j'ai attendu 372 ans pour ça, pour pouvoir t'aimer librement, sans peur, sans punition, et je ne vais pas gâcher ça pour quelque chose d'aussi insignifiant que l'argent. Et là, dans ce salon, avec la menace de déshéritation planant au-dessus d'eux, avec le poids de 2 vies convergents, avec 372 ans d'attente culminant, ils prirent la décision, ensemble, quoi qu'il arrive, contre quoi que ce soit, contre qui que ce soit. Cette fois, l'amour gagnerait, parce que certaines histoires ne sont pas d'une seule vie, elles sont d'éternité, elles sont d'âmes qui se cherchent, qui se trouvent, qui se perdent, qui reviennent encore et encore, jusqu'à ce que finalement, elles puissent être ensemble, sans interruption, sans tragédie, sans feu. Et Antoine et Sophie, Antoine et Isabelle d'Aragon, 372 ans plus tard, étaient enfin prêts à écrire leur fin heureuse, coûte que coûte, prenant les décisions qu'ils doivent prendre, parce que l'amour vrai, l'amour qui transcende les vies, ne négocie pas, n'abandonne pas, n'accepte rien de moins que l'éternité. Si cette histoire te fait croire que l'amour véritable existe, si elle te fait sentir qu'il y a quelqu'un qui t'attend quelque part dans l'univers, donne un super thanks, parce que des histoires comme celle-ci, des histoires qui défient la mort et le temps, ont besoin d'être racontées, ont besoin d'être écoutées, ont besoin de nous rappeler que certains amours sont plus forts que tout. Les jours suivants furent tendus. La famille Dubois mit sa menace à exécution. Antoine fut démis de ses fonctions de PDG. Son nom effacé du testament familial, ses comptes bancaires liés à l'entreprise gelés. En 72 heures, il passa de milliardaire à un homme ordinaire, avec seulement ce qu'il y avait sur son compte personnel. Environ 850 000 $, beaucoup pour la plupart, rien comparé aux 340 millions qu'il gérait auparavant. Mais Antoine ne pleura pas, ne se lamenta pas, ne se repentit pas, parce qu'à chaque fois qu'il regardait Sophie, à chaque fois qu'il lui tenait la main, à chaque fois qu'il l'embrassait, il savait qu'il avait pris la bonne décision. Il avait choisi l'amour au pouvoir, l'âme sœur au nom, l'éternité à l'argent temporaire. Ils ont vendu le manoir, enfin, l'hôtel particulier, quoi. C'était celui de la famille Dubois, après tout. Alors, ils ont dû partir. Antoine a acheté un appartement, modeste, 3 pièces, dans un quartier de classe moyenne. Ce n'était pas Versailles, mais c'était leur chez eux, sans chaîne, sans condition, sans une famille contrôlante qui dicte comment vivre. Sophie a emménagé avec Léa, et pour la première fois depuis des années, la première fois depuis que son mari l'avait quittée, enceinte, elle s'est sentie en sécurité, protégée, aimée, non pas pour ce qu'elle pouvait offrir, mais pour qui elle était, pour qui elle avait été, pour qui elle continuerait d'être, dans cette vie et dans toutes celles à venir. Antoine a cherché du travail, son CV était impressionnant, MBA, 15 ans d'expérience comme PDG. Les entreprises le voulaient, elles lui ont offert des postes de direction, bien payés, respectables, et il en a accepté un, directeur du développement dans une entreprise de construction durable. Il gagnait 180 000 € par an, rien comparé à avant, mais suffisant, plus que suffisant. Et quelque chose a changé en lui. Antoine rentrait à la maison à 18 h, pas à 23 h. Il dînait avec Sophie et Léa, pas avec des clients et des partenaires. Il jouait avec la petite, lisait des contes,
riait, vivait, pour la première fois en 42 ans. Il vivait vraiment une nuit, 6 mois après l'ultimatum. Antoine a emmené Sophie à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, sur le carrelage en marbre de Carrare, où elle était à genoux, en train de nettoyer, où il avait eu la vision, où tout avait commencé, dans cette vie. Le nouveau propriétaire du manoir, un entrepreneur technologique, leur a donné la permission de le visiter pendant 1 heure. Antoine avait expliqué l'histoire, enfin, une partie de l'histoire. Et l'homme, romantique lui-même, a compris. Antoine s'est agenouillé sur ce même sol, maintenant nettoyé par d'autres, et a sorti une boîte, petite, en velours bleu. Sophie a haleté, les mains sur la bouche, les larmes coulant déjà. Sophie, Dubois, Isabelle d'Aragon, ma reine, mon amour, mon âme sœur à travers les siècles. J'ai attendu 372 ans pour ce moment, pour pouvoir faire ça, sans peur, sans conséquences, sans la mort qui attend. Je t'ai aimé dans 2 vies, et je t'aimerai dans toutes celles à venir. Épouse-moi, pas par obligation, pas par arrangement politique, mais par amour, amour pur, amour éternel, amour qui a déjà prouvé qu'il peut survivre à n'importe quoi. Antoine a ouvert la boîte. À l'intérieur, il y avait une bague, pas un diamant géant, pas de l'or ostentatoire, mais une bague ancienne, en argent, avec une petite pierre, verte émeraude, et gravée à l'intérieur, Isabelle plus Diego, 1651. Sophie s'est effondrée, en pleurant, en tremblant. C'est ça, c'est ça. Antoine a acquiescé. C'est la bague, celle que je t'ai donnée, il y a 372 ans. Je l'ai retrouvée dans les archives. Carmen m'a aidé à la localiser. Elle était dans un musée, dans une collection privée. Je l'ai achetée, enfin, ce qu'il restait de mes économies. Mais elle est à toi. Elle a toujours été à toi. J'attendais juste de te la rendre. Sophie l'a regardée, les yeux verts brillants de larmes, d'amour, de reconnaissance. Oui, oui, 1000 fois oui, dans cette vie, dans la précédente, dans toutes celles à venir, ce sera toujours oui, avec toi. Antoine a glissé la bague à son doigt et elle s'est ajustée parfaitement, comme si elle avait été faite pour elle, parce qu'elle l'était, il y a 372 ans, par un forgeron de Madrid, pour un capitaine amoureux, qui la lui a donnée en secret, à sa reine, lui promettant l'éternité. Et maintenant cette promesse s'accomplissait. Ils se sont mariés 1 mois plus tard. Cérémonie petite. Seul le docteur Lorenzo comme témoin. Madame Dubois pleurant de bonheur et Léa de 3 ans, avec une robe à fleurs, comme demoiselle d'honneur, sans la famille d'Antoine, sans presse, sans ostentation, seulement l'amour, pur, simple, éternel. Le maire qui les a mariés a remarqué quelque chose d'étrange. Quand Antoine a prononcé ses vœux, les lumières ont clignoté, les bougies dans la salle se sont allumées seules et une rafale de vent, chaude, impossible parce qu'ils étaient à l'intérieur, a soufflé dans la salle, comme si quelqu'un d'autre, quelqu'un d'une autre époque, bénissait cette union, enfin permise, enfin libre. Et quand ils se sont embrassés, quand ils ont scellé leur mariage, les deux ont senti des présences, non menaçantes, mais amoureuses, reconnaissantes. Diego et Isabelle, de 1653, enfin en paix, parce que leurs âmes avaient retrouvé le chemin, du retour, l'un vers l'autre. Et cette fois, personne ne les séparerait. Sophie a murmuré contre ses lèvres, « On a réussi, on a enfin réussi. » Antoine a souri, des larmes de bonheur. « Oui, on a réussi. 372 ans, mais ça valait la peine. Chaque seconde, chaque vie, chaque recherche, tout valait la peine. Pour ça, pour toi, pour leur lune de miel. » Ils sont retournés en Espagne, mais cette fois, pas dans les archives, pas à chercher des preuves, mais à guérir, à boucler des boucles.
Ils ont voyagé jusqu'aux ruines du palais royal de Madrid, où Isabelle a vécu, où Diego a servi, où leur amour a fleuri en secret. Les ruines sont maintenant un parc historique. Les touristes marchent sans savoir, sans sentir, sans comprendre que sous ces pierres, sous ces jardins, il y a des histoires, des tragédies, des amours qui ont défié des empires. Antoine et Sophie ont marché main dans la main dans les jardins et ils ont trouvé quelque chose qu'ils n'attendaient pas, une roseraie ancienne, presque morte, avec seulement 3 ou 4 rosiers survivants, flétris, oubliés, sans fleurir depuis des années selon le panneau. Jardin royal 1640, fermé au public pour cause de détérioration, mais ils ont sauté la petite clôture, ils ne pouvaient pas l'éviter. Ils se sont sentis appelés, ils ont marché parmi les rosiers morts, et Sophie s'est agenouillée, elle en a touché un, avec tendresse. Comme si elle se souvenait avoir été ici avant, avoir touché ces mêmes roses, dans un autre corps, dans une autre vie, il y a 372 ans. Et alors, c'est arrivé, l'impossible, le magique, ce qu'aucune science ne peut expliquer, mais que l'amour véritable, rend possible. La rose que Sophie a touchée a fleuri, instantanément, des pétales rouges, vibrants, parfaits, sortant d'une tige morte, impossible, mais réelle. Antoine a haleté. Sophie aussi, et elle a touché une autre rose. Elle a fleuri, elle en a touché une autre. Elle a fleuri, une par une. Chaque rose qu'elle touchait, chaque plante flétrie qu'elle effleurait, revenait à la vie, comme si son énergie, son amour, leur retrouvaille, étaient si puissants qu'ils donnaient littéralement vie à ce qui était mort en 15 minutes. Tout le jardin qui était mort depuis des décennies, fleurissait, rouge vif, blanc pur, rose tendre, jaune doré, comme en 1651, quand Isabelle marchait ici, quand Diego l'attendait caché, quand leur amour était secret, mais réel, plus réel que tous les trônes et couronnes du monde. Un jardinier du parc les a vus. Il a couru, en criant « Quoi? Qu'est-ce que vous avez fait? Ces roses sont mortes depuis 40 ans. » Comment? Antoine et Sophie ont juste souri, les larmes coulant, et ils ont répondu « Amour, seulement l'amour. » L'amour qui a attendu 372 ans pour revenir, pour fleurir, pour vivre. Le jardinier les a regardés comme s'ils étaient fous, mais il ne pouvait pas nier, il ne pouvait pas expliquer ce que ses yeux voyaient. Jardin mort, maintenant vivant, impossible, mais c'était là, témoin silencieux, que certaines choses transcendent la science, transcendent la logique, ne peuvent être expliquées que par l'amour, par les âmes, par l'éternité. L'histoire est devenue virale. Un jardin mort depuis 40 ans fleurit mystérieusement. Des scientifiques sont arrivés, ils ont prélevé des échantillons, analysé la terre, étudié les plantes. Aucune explication n'a été trouvée. Les roses, génétiquement, étaient mortes, sans eau, sans nutriments, sans possibilité de vie, mais elles fleurissaient, vibrantes, saines, immanquablement vivantes. Le docteur Lemoine a vu la nouvelle. Il a souri, parce qu'il savait, il avait vu les enregistrements, les documents, les preuves. Il savait qu'Antoine et Sophie n'étaient pas des personnes ordinaires. C'étaient des âmes anciennes, reconnectées. Et quand des âmes comme ça, des âmes qui se sont aimées pendant des siècles, se retrouvent, même la nature répond, même ce qui est mort revit. Même l'impossible devient possible. Lemoine a écrit un deuxième article. Un cas de reconnexion d'âmes sœurs avec manifestation physique vérifiable. Jardin de roses historique fleuri après 40 ans de mort. Coïncide avec la visite d'un couple avec preuve documentée de réincarnation. L'article a été rejeté par 8 revues. Trop impossible, trop mystique, trop réel. Finalement, une revue d'études paranormales l'a accepté et a fait sensation.
Ils sont retournés à Paris, à leur appartement modeste, à leur vie simple, mais complète. Antoine travaillait, Sophie a commencé des études en ligne pour devenir thérapeute. Elle voulait aider les autres à trouver leur but, leur amour, leur paix, comme elle l'avait trouvé. Léa allait à la maternelle, heureuse, aimée, avec une famille, finalement une famille complète. Et un soir, 3 ans après leur mariage, Sophie a annoncé une nouvelle à Antoine. Il était dans la cuisine, préparant le dîner. Elle est arrivée, nerveuse, émue, effrayée, et lui a montré un test de grossesse positif. Antoine a laissé tomber le couteau, les mains tremblant. Ceci est... Sophie a acquiescé en pleurant. Nous allons avoir un bébé, notre bébé. Antoine l'a serré dans ses bras, fortement, en pleurant aussi, parce qu'il savait qu'en 1653, Isabelle était tombée enceinte d'Antoine, mais elle avait perdu le bébé quand elle avait été empoisonnée. Jamais. Il n'avait pu avoir de famille, mais maintenant, 372 ans plus tard, finalement, il pouvait. La grossesse était magique. Sophie rayonnait, littéralement. Sa peau, son énergie, tout en elle rayonnait. Lumière, amour, vie. Les médecins disaient « Je n'ai jamais vu une femme enceinte aussi saine, aussi heureuse, aussi complète. » Et c'était parce que ceci était 372 ans en construction. Ceci était un rêve. Finalement accompli. Quand le moment est arrivé, l'accouchement a été rapide, sans complications. Comme si l'univers disait « Vous avez déjà assez souffert. Cette fois, tout sera parfait. » Et il est né, un garçon, 3,8 kilos, sain, parfait, criant avec force. Quand l'infirmière l'a nettoyé, quand elle l'a emmailloté, elle a remarqué quelque chose. Sur la poitrine du bébé, une marque de naissance, en forme d'épée, petite, mais claire, une épée comme celle que portaient les capitaines de la garde royale en 1650. Antoine a vu la marque et s'est effondré en pleurant parce qu'il a su exactement qui était ce bébé, pas seulement son fils, mais Antoine. L'Antoine de 1653, le capitaine, le soldat, l'amour d'Isabelle, était revenu, pas comme lui, mais comme son fils, pour, finalement, faire partie de la famille qu'il n'avait jamais pu avoir. Dans cette vie, ils l'ont appelé Antoine, évidemment, Antoine Dubois. Et quand il a grandi, quand il a eu 2 ans, 3 ans, 4 ans, il montrait des choses. Il parlait de bataille, de chevaux, d'épées, sans avoir vu de programme, sans avoir lu de livres. Seulement, il se souvenait, vaguement, comme des échos d'une autre vie, une autre existence, une autre mission, qui maintenant, finalement, était complète. Léa adorait son petit frère. Elle le protégeait, elle prenait soin de lui. Et parfois, Sophie la voyait jouer avec Antoine et elle jurait qu'elle voyait des ombres, des silhouettes d'Isabelle et Antoine originaux, souriant, observant, reconnaissant, parce que leurs âmes avaient trouvé la paix, avaient trouvé la famille, avaient trouvé la fin heureuse qui leur avait été arrachée il y a 372 ans, mais qu'ils avaient finalement, 5 ans se sont écoulés depuis. Antoine a 5 ans, Léa 8, Antoine 47, Sophie 33, et ils sont heureux, pas riches. Antoine gagne bien sa vie, Sophie travaille à mi-temps comme thérapeute, ils ont assez, il n'y a pas de superflu. Mais c'est suffisant, plus que suffisant, parce qu'ils ont de l'amour, un amour qui a attendu des siècles, un amour qui a survécu à la mort, à la torture, à la séparation, à l'inquisition, à une famille autoritaire, aux différences de classe, un amour qui simplement n'accepte pas la défaite, n'accepte rien de moins que l'éternité. La famille Dubois, finalement, s'est adoucie,
Le père d'Antoine, Gabriel, maintenant âgé de 76 ans, est tombé malade, cancer, en phase terminale, et a demandé à voir Antoine. Une dernière fois, Antoine y est allé, avec Sophie, avec ses enfants, et Gabriel, en les voyant, en voyant le bonheur, la paix, la plénitude, dans les yeux de son fils, a pleuré et a demandé pardon. Je me suis trompé. Je pensais que l'argent était le plus important. Je pensais que le nom de famille était un héritage. Mais je vois maintenant, en vous regardant, que la seule chose qui compte, c'est l'amour. Et toi, mon fils, tu l'as trouvé, tu l'as honoré, tu l'as choisi. Et cela te rend plus riche que nous tous réunis. Antoine a pardonné parce qu'il avait appris que s'accrocher à la douleur, au ressentiment, ne fait qu'empoisonner, ne fait que détruire, ne fait que répéter les cycles. Et lui, il avait brisé le cycle. Il avait choisi différemment. Il avait choisi l'amour. Et il n'allait pas le salir avec de l'amertume. Gabriel est mort 2 semaines plus tard. Et dans son testament, il a surpris tout le monde. Il a laissé 50 millions d'euros à Antoine avec une note. Pour le fils qui a eu le courage, que je n'ai jamais eu, d'aimer et par-dessus tout, utilise-le bien, utilise-le pour le bien et pardonne-moi. Antoine a pleuré en lisant la note, pas pour l'argent, mais pour la reconnaissance, pour la validation, pour la paix que son père, finalement, avait trouvée avant de mourir. Ils ont utilisé l'argent pour le bien. Ils ont créé une fondation, aidant les mères célibataires, comme Sophie l'a été, en leur donnant un logement, une éducation, des opportunités, pour qu'aucune femme n'ait à s'agenouiller pour nettoyer des sols, par désespoir, par besoin, par manque d'options. La fondation s'appelle Isabelle et Antoine, fondation pour les âmes en quête, et elle aide des centaines de personnes, chaque année, à trouver non seulement des ressources, mais de l'espoir, un but, et peut-être leur propre âme sœur, attendant quelque part. À travers le temps, le docteur Lemoine, maintenant âgé de 70 ans, continue d'étudier le cas. Il a publié 5 articles de plus. Il présente lors de conférences et il dit toujours, en 40 ans de recherche, des milliers de cas de réincarnation supposés, seulement un a toutes les preuves, tous les éléments, toutes les vérifications. Antoine et Sophie, Antoine et Isabelle sont le cas définitif, la preuve irréfutable que l'amour transcende la mort, transcende le temps, transcende tout. Et aujourd'hui, en ce moment, pendant que tu parles, pendant que tu écoutes, pendant que tu doutes si ceci est réel, si ceci est possible, quelque part en France, dans un appartement modeste mais rempli d'amour, Antoine Dubois enlace Sophie Dubois, sa femme, sa reine, son âme sœur, et murmure « Merci, merci de m'avoir attendu, merci de m'avoir trouvé, merci de m'avoir choisi dans cette vie et dans la précédente et dans toutes celles qui viendront. » Et Sophie répond « Toujours, toujours je te choisirai, mon soldat, mon gardien, mon Antoine. J'ai attendu 372 ans. J'attendrai 372 ans de plus, si c'était nécessaire. Parce que toi, tu es mon foyer, ma paix, mon éternité. » Et dans le jardin de son petit appartement donnant sur la cour intérieure, il y a un rosier, un seul, transplanté d'Espagne, du jardin royal de 1640. Il fleurit toute l'année, sans importer le climat, sans importer la saison, des roses rouges, parfaites, impossibles, mais réelles, tellement réelles, comme l'amour. Qui les a fait fleurir après 372 ans d'attente? Si cette histoire vous a touché, si vous avez ressenti quelque chose en l'écoutant, si elle vous a fait croire, ne serait-ce qu'un instant, que l'amour véritable, que les âmes sœurs, que l'éternité sont réelles, offrez un super thanks, partagez-la. Parce que des histoires comme celle-ci, des histoires qui défient tout,
qui prouve que certains amours ne meurent jamais, nécessitent d'être racontés, nécessitent de nous rappeler qu'il vaut la peine d'attendre, de chercher, de croire, parce que quelque part, à un moment donné, à travers une vie ou une autre, il y a quelqu'un qui vous attend, qui vous cherche, qui vous aime, depuis, avant de vous connaître. Et quand vous vous rencontrerez, quand vous vous reconnaîtrez, quand vos âmes diront « c'est toi », enfin « c'est toi », toute la douleur, toute l'attente, toute la recherche vaudront la peine. C'était l'histoire de Sébastien et Sophie, d'Antoine et Isabelle, de deux âmes, séparées par 372 ans, réunies par le destin, unies par l'amour, un amour qui a vaincu la mort, vaincu le temps, vaincu tout, et qui maintenant, finalement, vit, libre, éternel, complet. Et si vous prêtez attention, si vous écoutez avec l'âme, pas avec les oreilles, vous pouvez les sentir, Sébastien et Sophie, Antoine et Isabelle, tous les amours qui transcendent les vies, murmurant « N'abandonnez pas, n'arrêtez pas de chercher, n'arrêtez pas de croire, parce que votre âme sœur est là, qui attend. Et quand vous vous rencontrerez, quand vous vous reconnaîtrez enfin, vous saurez que tout, absolument tout, valait la peine pour ce moment, pour cet amour, pour cette éternité. Fin.